Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. On a tous, un jour ou l'autre, reçu des conseils financiers complètement contradictoires. Ah oui, c'est un grand classique. Fais des économies, mais aussi profite de la vie. On n'en a qu'une. Exactement. Ou le fameux «achète ta maison, c'est le meilleur investissement de ta vie» et juste après on entend «surtout pas, l'immobilier c'est un boulet». C'est ça, on ne sait plus qui croire. Eh bien aujourd'hui, on plonge dans une source qui a fait de cette contradiction son point de départ, un best-seller mondial. Père riche, père pauvre, de Robert T. Kiyosaki. Un livre qui a secoué pas mal de certitudes. Carrément. Notre mission, ça va être de décortiquer comment, selon lui, une simple différence de mentalité peut vraiment changer un destin financier. On va essayer d'extraire les leçons clés qui viennent de cette situation unique, avoir deux pères. Deux figures paternelles aux antipodes l'une de l'autre. C'est ça l'accroche. Elle est simple, mais elle est redoutable. Imaginez avoir deux pères. Le premier, le vôtre, le père biologique, est surdiplômé, haut fonctionnaire, bref, la réussite académique parfaite. Sauf qu'il galère financièrement. Toujours à la limite. Voilà. Et l'autre, c'est le père de votre meilleur ami. Il a quitté l'école très tôt, mais il est en train de se bâtir un véritable empire. La question, elle est simple. Qui on écoute? Ce dilemme, ça va être notre fil rouge. C'est une question fondamentale. Alors, pour commencer, il faut bien planter le décor. D'un côté, on a celui que l'auteur appelle son père pauvre. C'est son vrai père. Un homme brillant, avec un doctorat, Oui, et qui croit dur comme fer, au parcours classique, elles y elles filles, va à l'école, et de bonnes notes, et trouve un bon job, un emploi sûr, la voie royale, quoi. Mais malgré un bon salaire, l'argent, c'était un stress permanent chez eux. et de l'autre côté. De l'autre côté, on a le père riche, le père de son ami Mike. Lui, il n'a même pas fini sa quatrième. Est-ce que t'es assez mal vu à l'époque? Totalement. Mais il est devenu un entrepreneur à succès. L'un des hommes les plus riches d'Hawaï. Le contraste est juste saisissant. Et c'est de cette opposition, de cette friction que tout le livre découle. C'est fascinant parce que ce n'est pas juste théorique. Le bouquin rend ça très concret, par exemple, avec des phrases toutes simples. Ah oui? Le père pauvre disait tout le temps « Je ne peux pas me permettre d'acheter ça ». Et pour le père riche, cette phrase, c'était une forme de paresse intellectuelle. Ça ferme la discussion, en fait. Exactement, ça stoppe net la réflexion, alors que lui, il poussait les garçons à se demander comment est-ce que je peux me permettre d'acheter ça? Ah, c'est complètement différent. Ça change tout. D'un coup, une phrase qui était un point final devient une question ouverte. Le cerveau est obligé de se mettre en marche. On passe de la résignation à la recherche de solutions. Et cette opposition, on la retrouve partout. Sur l'éducation, c'est flagrant. Père pauvre, étudie pour trouver un job dans une bonne entreprise, Et père riche? étudie pour pouvoir acheter une bonne entreprise. C'est le jour et la nuit. Totalement. Et l'exemple le plus percutant, celui qui a vraiment choqué des générations de lecteurs, c'est celui de la maison. Le père pauvre, comme beaucoup de gens, pensait notre maison, c'est notre plus grand investissement. Ce qui semble logique. Logique. Oui. Sauf que le père riche, lui, affirmait ma maison est un passif. Et si votre maison est votre plus grand investissement, vous avez de gros problèmes. Attendez, là on touche au point sensible. C'est le truc qui fait tiquer tout le monde. Comment ça, la maison où on vit, notre toit, ce n'est pas un actif? C'est le projet d'une vie pour des millions de gens. C'est totalement contre-intuitif. C'est contre-intuitif parce qu'on mélange l'affectif et le financier. Pour père riche, la distinction est purement mathématique. On y reviendra. Mais ce qui est important à ce stade, c'est l'effet de ce double mentorat. Avoir ces deux visions, ça l'a forcé à réfléchir. Il ne pouvait pas juste accepter ou rejeter. Voilà. Il a dû comparer, peser le pour et le contre et choisir sa propre voie. C'est peut-être ça la vraie première leçon. Ne jamais prendre une idée pour argent comptant sans la confronter à son opposé. Et sa conclusion, c'est que tout part de la tête. Son père pauvre, malgré toute son intelligence, se répétait « Je ne serai jamais riche ». Et c'est devenu une prophétie autoréalisatrice. Exactement. La mentalité, c'est vraiment la fondation. C'est la base de tout. Sans ce changement de logiciel mental, toutes les techniques du monde ne servent à rien. Et ce changement de logiciel, il va l'apprendre à la dure. Ce qui nous amène à la première grande leçon du livre, celle qui est la plus célèbre. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Une phrase choc. Pour la comprendre, il faut revenir à ses 9 ans. Avec son ami Mike, il veut devenir riche. Alors il va voir son père riche, et au lieu d'un cours magistral, qu'est-ce qu'il fait? Il les embauche. Dans une de ses supérettes. C'est ça. Et leur job, c'est d'épousseter des boîtes de conserve. En boucle. Pour un salaire absolument ridicule, 10 cents $. L'exploitation, quoi. On pourrait croire
Évidemment, au bout de quelques semaines, la frustration monte. Et poussé par son père pauvre, qui est outré, le jeune Robert va voir le père riche pour lui dire ses 4 vérités. Il est en colère, il l'accuse d'être un arnaqueur, de ne rien lui apprendre. Et c'est exactement ce que Père Riche attendait. Ce n'était pas de l'exploitation, c'était une mise en scène. Une provocation calculée. C'est là que le vrai cours commence. Exactement. Il leur dit « Vous commencez à penser comme mes employés ». Il leur explique que cette frustration, cette colère, c'est la vie qui est en train de les bousculer. Une poussée de la vie. Intéressant. Oui, et il dit que la plupart des gens réagissent à ces poussées en étant dominés par 2 émotions, la peur et le désir. Ou l'avidité. D'accord. D'abord, la peur. La peur de ne pas payer ses factures, la peur de se faire virer. C'est ça qui les pousse à prendre un job. Et une fois qu'ils ont le salaire, c'est le désir qui prend le dessus. Le désir d'acheter toutes les belles choses que l'argent permet d'avoir. Et c'est un cycle sans fin, j'imagine. C'est le cœur du problème. Ce cycle de se lever, bosser, payer les factures, espérer une augmentation, dépenser encore plus. C'est ça que le livre appelle la foire d'empoigne, la fameuse rat race. La course du rat. On court dans une roue de plus en plus vite, mais sans jamais aller nulle part, prisonnier d'un schéma dicté par ses émotions. C'est une image assez dure, mais terriblement parlante. On a tous connu ce sentiment de courir dans une roue de hamster. Donc, il leur montre le piège. Mais comment on en sort concrètement? Surtout à 9 ans. Il ne peut pas leur faire un cours de finance. Alors, il utilise une méthode choc. Il leur dit « Ok, l'offre que je vous fais maintenant, c'est de travailler pour zéro, plus de salaire. Quoi? C'est le test ultime, ça. » C'est radical. L'objectif, c'est de les sevrer, de les déconnecter de cette mentalité temps contre argent, pour les forcer à ouvrir les yeux sur autre chose. Exactement. Quand on n'attend plus de chèques à la fin du mois, on est obligé de chercher des opportunités qu'on ne voyait pas avant. Et ça marche. C'est le moment de l'eureka. En travaillant gratuitement, il remarque un truc tout bête. La gérante de la supérette, elle doit détruire les bandes dessinées invendues. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Elle arrache le haut de la couverture pour la renvoyer comme preuve de destruction et elle jette le reste. Pour elle, c'est des déchets. Pour eux, c'est une mine d'or. Il voit une ressource gaspillée. Voilà. Ils négocient pour récupérer ces déchets. Et avec ce stock gratuit, ils montent une petite bibliothèque dans une pièce vide chez Mike. Le concept est simple, 10 cents l'entrée et tu peux lire autant de BD que tu veux. Et ça cartonne. C'est un succès immédiat. Et là, on a la leçon dans toute sa splendeur. En étant plus focalisés sur leur petit salaire, ils ont créé une affaire qui leur rapportait bien plus. Et surtout, qui fonctionnait sans eux. L'argent rentrait, même s'il n'était pas là. L'argent travaillait pour eux. C'est la grande différence. Ils ont appris par la pratique ce que c'est que de faire travailler l'argent pour soi, au lieu de travailler pour l'argent. D'accord. Donc ils ont créé leur premier actif, on peut dire. Mais pour faire ça de manière systématique, et pas juste un coup de chance avec des BD, il faut bien des règles, non? Une sorte de grammaire financière. Absolument. Et c'est ce qui nous amène aux leçons suivantes, qui sont liées, il faut une éducation financière pour ensuite pouvoir s'occuper de ses propres affaires. Et tout commence par la règle numéro 1, la plus importante de toutes. Qui est? Il faut connaître la différence entre un actif et un passif, et ensuite passer sa vie à acheter des actifs. C'est tout. C'est fou de se dire que toute une philosophie tient en une phrase. On a l'impression qu'il faut des stratégies hyper complexes, et en fait la base, c'est juste ça. Et la définition qu'il donne était d'une simplicité presque enfantine, pour qu'elle soit applicable par tout le monde. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. D'accord? Un passif, c'est tout ce qui enlève de l'argent de votre poche. Fin de l'histoire. Donc ce qui compte, c'est pas l'objet en lui-même, c'est la direction du flux d'argent, le fameux cash flow. Est-ce que ça me rapporte de l'argent tous les mois ou est-ce que ça m'en coûte? C'est la seule et unique question qui vaille. Et c'est là qu'on comprend sa logique sur la résidence principale. Chaque mois, elle vous coûte de l'argent. Le crédit, les taxes, l'entretien, les assurances. Elle sort de l'argent de votre poche. Elle ne génère pas de revenus. Voilà. Alors qu'un appartement que vous louez et dont le loyer est supérieur à toutes vos charges, eh bien ça, c'est un actif. Même objet, deux flux financiers opposés. Dépenses. Pas d'accumulation. Pour la classe moyenne, c'est là que le piège de la foire d'empoigne se referme.
C'est plus subtil. Oui, parce qu'avec un meilleur salaire, ils achètent ce qu'ils croient être des actifs, mais qui sont des passifs. Une plus grande maison, une plus belle voiture, des crédits conso. Chaque achat fait grossir la colonne dépenses. Du coup, même avec un salaire plus élevé, ils sont toujours coincés. Et ils doivent travailler encore plus dur pour maintenir ce train de vie. C'est un cercle vicieux. Alors que les riches, eux, font l'inverse. Ils utilisent leurs revenus pour acheter des actifs, de l'immobilier locatif, des actions à dividendes, des entreprises. Des choses qui génèrent de l'argent. Exactement. Et ces nouveaux revenus sont réinvestis pour acheter encore plus d'actifs. C'est l'effet boule de neige. Un cercle vertueux. La colonne active devient un moteur qui, à terme, génère assez de revenus pour couvrir toutes les dépenses. C'est ça le but du jeu. Il y a une anecdote géniale dans le livre pour illustrer ça. C'est Ray Kroc, le fondateur de McDonald's. Ah oui, excellente. Il donne une conférence à des étudiants en MBA et il leur demande « À votre avis, dans quel business je suis ?» Et les étudiants, un peu sur deux, répondent en chœur « Dans le hamburger. La réponse évidente. » Bien sûr. Et Kroc marque un temps et il leur dit « Non. Mon métier, c'est le hamburger, mais mon business, mes affaires, c'est l'immobilier. » La distinction est fondamentale. Sa profession, ce qui payait les factures au début, c'était la vente de franchise. Mais son affaire, sa vraie colonne d'actifs, ce qui a bâti sa fortune, c'était d'accumuler les meilleurs terrains au carrefour des États-Unis. Payé par les loyers de ses franchisés, il s'occupait de ses propres affaires. Ce qui veut dire que le conseil, ce n'est pas de tout plaquer demain matin. Non, surtout pas. C'est plutôt à garde ton job, sois bon dans ce que tu fais, mais vois ton salaire comme un outil pour construire ta colonne d'actifs, et pas pour financer une vie basée sur des passifs. C'est ça. Votre profession finance votre plan d'évasion de la rat race. Pour résumer un peu tout ce qu'on a vu, ce qu'on retient de cette analyse de père riche, père pauvre, c'est d'abord que la mentalité, l'éducation financière concrète, ça prime sur les diplômes pour construire sa richesse. C'est le point de départ. Ensuite, il y a cette idée de sortir de la foire d'empoigne, ce cycle sans fin où l'on est guidé par la peur et le désir, en apprenant à faire travailler l'argent pour soi. Et enfin, la règle d'or, se concentrer sur l'accumulation d'actifs. Des choses qui mettent de l'argent dans nos poches. C'est ça. Et pour aller un peu plus loin, le livre propose une définition de la richesse qui est assez intéressante. La richesse, pour lui, ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque, ce n'est pas la valeur nette, c'est une mesure de temps. Une mesure de temps? Oui, la vraie richesse, c'est combien de jours est-ce qu'on pourrait survivre si on arrêtait de travailler aujourd'hui. Ah oui, c'est très concret comme mesure. Du coup, la liberté financière, ce n'est pas quand on est millionnaire. C'est juste quand les revenus générés par nos actifs dépassent nos dépenses mensuelles. C'est un objectif tangible, mesurable, c'est la ligne d'arrivée. Et ça nous laisse avec une pensée finale, une question à méditer peut-être. L'auteur suggère que nos plus gros problèmes financiers, ils ne viennent pas d'un manque d'intelligence ou même de revenus, mais du fait qu'on laisse nos émotions, La peur, le désir. la peur de manquer, le désir de consommer, oui, on les laisse prendre les commandes de notre cerveau financier. La question qu'on peut se poser en regardant ses propres choix de vie, c'est qu'est-ce qui est réellement aux commandes? Est-ce que c'est notre réflexion qui utilise les émotions comme un simple signal ou est-ce que ce sont nos émotions qui pilotent entièrement nos décisions?